Le théorème de Borel. Un homme, une ville, une histoire commune. Les Almaciens, si j'ose dire, m'ont aimé, et moi j'ai aimé les Almaciens. Une histoire qui a façonné l'un comme l'autre, l'un comme nous. Le théorème de Borel, le théorème de Borel. L'histoire d'Annemasse et de son agglomération, au travers le regard de son ancien maire. Le théorème de Borel. Robert Borel, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté de vous raconter et de partager vos souvenirs et votre regard, inséparable de l'évolution d'une ville, Annemasse. Maire de 1977 à 2008, vous avez représenté les Annemassiens pendant 34 ans. Aujourd'hui, vous allez évoquer les origines de l'intercommunalité et nous expliquer comment, contre et avec d'autres maires, vous avez fait l'agglomération. Je vais vous inviter à lire un extrait d'un édito, de votre édito de maire, publié dans le journal municipal de juillet 1977. Oui, c'est une courte phrase. Nous pensons que l'Arve et le Salève sont des richesses immenses pour notre agglomération. Je dis bien pour notre agglomération. Autant d'idées que nous soumettrons à la volonté qui doit être la vôtre et la nôtre, de penser Annemasse dans le futur. Penser Annemasse dans le futur. Est-ce penser le grand Annemasse? Donc, c'est dynamique avec les communes limitrophes. Oui, c'est même plus que ça. Je vous ai dit l'autre jour que la municipalité Berthier avait tenté de me recruter en 1971. Et à ceux qui m'interrogeaient sur mon intention, j'avais posé une question qui me semblait fondamentale. Quelle est votre politique vis-à-vis de Genève ? Et il ne m'avait pas répondu, ou répondu qu'il n'avait pas d'intention particulière vis-à-vis de Genève, sinon d'en profiter. J'avais du coup refusé d'entrer dans leur équipe parce que c'était totalement contraire à ce que je pensais personnellement. Je ne suis pas né ici, je suis né dans le Bas-Bugey, mais la région genevoise était quand même suffisamment proche, soixantaine de kilomètres à vol d'oiseau, pour que je m'intéresse à cette ville de Genève bien avant de venir à Annemasse. Et elle a une histoire que je connaissais un peu, elle a un site que je connaissais un peu aussi, pour être venu quelquefois m'y promener. Et j'ai été frappé par la proximité d'Annemasse avec Genève et de cette disposition en cuvette géographique, avec d'un côté les Préalpes et de l'autre le Jura, et un ensemble qui manifestement est fait pour vivre une même vie. J'ai été frappé par l'antagonisme de l'esprit de clocher qui rendait cette cohabitation difficile, et par le fait que l'histoire avait contredit la géographie en plaçant une frontière non pas aux crêtes du Jura ou des Alpes, mais beaucoup plus près de la ville de Genève, en laissant une partie de son territoire naturel en France voisine, c'est-à-dire en Haute-Savoie et dans le Pays de Gex. Donc pour moi, il y avait une logique à rétablir, indépendamment de toutes les pesanteurs administratives, historiques, les antagonismes de clocher, les rivalités un peu stupides qu'on a toujours avec ses voisins. Il y avait pour moi une logique à faire vivre cet ensemble dans une certaine cohérence. Or, les gens pensaient qu'il y avait une cohérence. Ils imaginaient que la cohérence, c'était de profiter de Genève pour en tirer un peu d'argent et puis des emplois. C'était une façon de profiter de la situation. Moi, je ne voulais pas profiter de la situation à court terme. Je voulais qu'à long terme, il y ait une dynamique de croissance et de développement et de culture qui soit cohérente d'un côté de la frontière et de l'autre. Et je voyais bien que personne n'y était prêt. Mais j'ai quand même tenté le diable en disant « ça sera mon objectif ». Et pour que ce soit bien clair, je l'ai annoncé. Je l'ai annoncé dans mes vœux de janvier 1978, c'est-à-dire dans les premiers vœux que j'ai prononcés en tant que maire d'Annemasse, devant les autres maires invités à la cérémonie, comme ça se fait toujours, et à qui j'ai dit « moi je suis pour l'intercommunalité, je suis même favorable à la fusion ».
la fusion entre 6 communes, parce qu'au départ, les ambitions n'allaient pas au-delà, mais je savais bien qu'il faudrait élargir et que le Pays de Gex, très naturellement, devrait entrer dans le jeu. Moi, je suis de l'Ain, je connais bien le Pays de Gex, j'avais des amis qui étaient enseignants là-bas, j'y allais souvent. Ayant vécu à Bourg pendant 7 ans, je savais que pour l'Ain, le Pays de Gex n'existe pas. Bourg se considère que le Pays de Gex, c'est la banlieue de Genève. Dans sa pensée, le responsable Bressan, comme dirait mon petit-fils, ne calcule pas Genève, ne le prend pas en considération. Il regarde vers Lyon. Il regarde vers Lyon. Et le Pays de Gex, bien, c'est la banlieue de Genève, point à la ligne, on s'en occupe guère. Donc pour moi, c'était quelque chose qui me rappelait la Haute-Savoie, et je voyais bien que des deux côtés, il y avait cette indifférence, voire même ce début de méfiance ou d'hostilité. Alors j'ai annoncé, en janvier de 1978, mon intention de changer tout ça. Et qu'est-ce que j'étais pour changer tout ça ? J'étais le maire d'une ville moyenne. Bon, Annemasse a sa petite personnalité qui n'est pas négligeable, mais enfin, vu par Annecy, ça n'est rien. Il y a un immense mépris d'Annecy pour Annemasse, et j'ai encore entendu la semaine dernière une dame qui disait « Ah ben si ça se passe à Annemasse, je ne dirai pas parce que je n'y mets jamais les pieds. » C'est un véritable mépris de caste. Donc, ma petite autorité de maire nouvellement élue par raccro dans une triangulaire et dont on pensait qu'on allait se débarrasser à l'élection suivante, ça n'a pas trop effrayé les gens, mais ça les a agacés. C'est la ville-centre quand même si Annemasse n'était pas considérée en dehors, à l'extérieur ou dans le département, au niveau de ce qu'était l'agglo. Vous savez, à l'époque, le maire de Gaillard, Louis Simon, avait subi, comme on voudra, une tentative de rapprochement entre Annemasse et Gaillard. Il y avait eu un référendum, un vote, pour savoir si on ne ferait qu'une seule commune. En 1973. 73, avant que j'arrive. Moi, j'étais là comme simple citoyen. J'ai voté évidemment pour, mais on a été largement battus par des Annemassiens qui s'en fichaient, qui ont voté un très petit nombre, et par des Gaillardins qui ont voté beaucoup plus, mais qui n'en voulaient pas et qui ont voté contre. Louis Simon n'avait aucune idée de coopération. La preuve, après mon élection et à l'initiative de l'équipement, c'était ainsi qu'on appelait la DDE d'aujourd'hui, les services départementaux de l'urbanisme, avait suggéré que j'aide, en tant que ville-centre justement, la commune de Gaillard à aménager la Porte de France. J'ai été très enthousiaste à cette idée parce que je trouvais que face à la Suisse, qui avait une très belle porte de Suisse, nous avions une minable Porte de France. C'était presque un cloaque avec de la boue, un passage très étroit. Au niveau de la douane de Moël-sur-Loing. C'est ça. Et là, j'ai fait voter par le conseil municipal d'Annemasse le principe d'une participation financière à la rénovation de ce trou qui était la Porte de France, qui est sur Gaillard. Et le conseil m'a suivi. Le lendemain, je suis allé triomphalement annoncer ça à Simon, qui était un copain, qui était plus vieux que moi, mais qui était un type avec lequel j'avais d'excellentes relations. Mais il m'a dit, viens pas m'emmerder, s'il te plaît, sur mon terrain. Donc, c'était clair. Même avec de l'argent au bout des doigts, il n'en voulait pas. Vous voyez l'intérêt qu'avait la ville-centre. Gaillard ne voulait pas avoir la même adduction d'eau que nous. Il prétendait que son eau était meilleure. Il la puisait dans la même nappe, mais il pensait que... Et un jour où je mangeais à Ville-la-Grande, cette fois, dans le café qui existe encore, qui s'appelle le Jaurès, la dame qui me servait m'a dit « Je vous sers de l'eau ?» Oui. Ah, c'est de la bonne eau, hein. C'est celle de Ville-la-Grande, c'est pas comme celle d'Annemasse qui sent le chlore. On puisait tous dans le même tuyau qui longeait la rue, et elle n'avait aucune conscience que la même eau était bue par les Annemassiens et par les Villamaniens. Pour elle, Ville-la-Grande, c'était bien, Gaillard, Annemasse, c'était moche, quoi. L'eau n'était même pas de bonne qualité. Voilà, on était dans cet état d'esprit-là, il faut se rendre compte. Hein. Et donc, j'ai tenté le diable. Franchement, j'ai tenté le diable. C'était quelque chose qui ne pouvait pas passer dans l'esprit des gens.
et qui m'a valu, de la part de Raymond Bardet, qui est devenu assez vite maire de Villagrand, de la part de Madame Magnin, qui est devenue assez vite maire de Gaillard, ça m'a valu une franche méfiance et une hostilité, parce que j'ai toujours été soupçonné de vouloir pousser à l'intercommunalité. Puis c'était un soupçon exact, je faisais que ça. Hein. J'ai poussé à l'intercommunalité tout le temps, et contre l'avis de mes collègues, pour la plupart. Donc j'ai attaqué le problème par la face nord, c'est-à-dire assez brutalement. Je ne suis pas brutal, je suis patient. Et je me suis dit qu'il faudrait 30 ans, et il les a fallu. Mais au bout de 30 ans, on avait l'intercommunalité, on avait l'alliance dans l'Arc avec le Pays de Gex, et on avait les contrats franco-genevois, avec aujourd'hui le pôle métropolitain, et cette reconnaissance par tout le monde, y compris par l'État, d'une unité péri-genevoise. Ce que j'ai fait, avec le recul, j'ai tendance à dire que c'était impossible. On ne pouvait pas le réussir. Comment l'ai-je réussi ? Eh bien, encore une fois, par la patience, par la lente persuasion des uns et des autres, à petits coups, en apportant aussi une forte contribution d'Annemasse à des outils intercommunaux, et toujours en démontrant, avec l'aide de la population d'ailleurs, que ça apportait du bien-être plutôt que des inconvénients. Et puis il y avait une logique, cette logique géographique, encore une fois, que tout le monde voit quand on regarde un peu le paysage, et que l'histoire et les petites rancœurs individuelles avaient plus ou moins effacé. Les maires qui étaient opposés à cette intégration communautaire ont émis l'hypothèse que vous poussiez pour l'interco et l'agglo, principalement pour soulager les finances de la ville. Or, vous expliquez que vous aviez une vraie vision d'intégration qui se développait à partir de la place de la Haute-Savoie du Nord, du Genevois français, par rapport à la ville-centre, l'agglomération centre, qui est Genève. Vous savez, lorsque je suis arrivé en 1977, les finances d'Annemasse étaient convenables sans être superbes. Mais celle de Gaillard ou de Villagrand était, je dirais, encore pire. Je ne suis pas arrivé pour essayer de soulager le budget annemassien au détriment des autres, parce qu'on ne se devait rien. Chacun payait sa quote-part dans son coin, et il n'y avait pas véritablement de transfert d'argent d'une commune à l'autre. C'est plus tard que les choses se sont produites, c'est pas en 1977. Dans l'affirmation que vous donnez là de la part de certains, il y a une erreur de date. L'appauvrissement d'Annemasse, il date des années 85-90, à un moment où l'industrie est repartie, mais avec cette transformation physique du périmètre annemassien, où les terrains valaient plus cher, et où pour les industriels, dans l'ancienne mode, qui étaient des propriétaires de leur terrain et de leur foncier et de leur immobilier, c'était intéressant de ne plus l'être et de devenir locataires. Ils sont donc devenus locataires, mais comme le terrain en masse restait cher, ils ont été attirés vers des communes moins chères, qui étaient les communes périphériques d'abord, puis ensuite le périmètre d'extension est allé jusqu'à Bonneville, jusqu'à Saint-Pierre-en-Faucilly, des secteurs qui ont petit à petit capté toutes les industries annemassiennes, et en particulier en premier les industries du décolletage, qui sont quand même la richesse de la vallée d'Arve. Et on a vu ces entreprises s'installer à Villagrand, à Gaillard, en premier. Donc les taxes professionnelles, c'est-à-dire les recettes de la ville d'Annemasse, ont fondu et celles de Gaillard et de Villagrand ont augmenté. Et à ce moment-là, Annemasse a eu un véritable danger de difficulté budgétaire. C'est à ce moment-là d'ailleurs que j'ai imaginé le casino, pour essayer de faire une rentrée d'argent particulière. Mais j'ai aussi demandé aux communes voisines qu'on mette effectivement en commun un certain nombre de choses. Alors, ils ont ajouté ça à leur mauvaise volonté en disant Annemasse veut nous prendre de l'argent. Mais c'était bien plus tard, et alors qu'ils nous l'avaient pris déjà, et que c'était à tout ou pire une restitution, ou en tout cas une solidarité. Je leur ai expliqué ça de façon très claire. Ils le savaient parfaitement d'ailleurs, et c'était un peu de leur part
un jeu de mots que d'accuser Annemasse de cette affaire-là. En fait, leur véritable grief, c'était pas ça. Leur véritable grief, c'est que, ils avaient peur d'être absorbés et qu'ils étaient un peu mécontents que cette absorption se fasse un peu malgré eux. Parce qu'au fil du temps aussi, ils ont éprouvé des besoins. Mais pas seulement des besoins d'argent, mais ils ont éprouvé des besoins d'équipement. Or, c'était Annemasse qui avait anticipé, avant moi d'ailleurs, avec un petit réseau de transport en commun, avec un réseau d'assainissement qui était plutôt bien fait, avec un réseau de distribution d'eau. Bref, tout ça, ils l'avaient pas ou peu ou mal. Selon leur tempérament, ils ont réagi les uns différemment des autres. Vétra, par exemple, dont le maire, M. Roguet, était un homme avisé, à mon avis, un peu maquignon sur les bords, quoi. S'est aperçu tout de suite que ça serait très agréable pour lui de tout faire payer par Annemasse. Donc il a adhéré très vite aux outils communautaires. D'autres ont résisté davantage. Villagrand, Gaillard, c'est quand même les deux communes qui ont fait le plus longtemps obstacle. Puis Ambilly, alors qu'il était à l'époque dirigé par une équipe très conservatrice et qui considérait qu'Ambilly était le plus bel endroit du monde. C'était une des plus petites communes de France qui avait cette particularité qu'on y mangeait plus de beurre qu'ailleurs. La consommation de beurre des Ambilliens était 20 fois celle de la commune moyenne française. Alors ce mystère s'explique. Ambilly est en zone franche. Et il importait des beurres tchèques, des beurres bulgares, des beurres roumains qui étaient revendus à bas prix et par conséquent, Ambilly était un lieu de trafic de beurre, si on peut dire. Trafic officiel, trafic légal, mais trafic quand même. Puis alors Ambilly, qui est une toute petite commune, a cette particularité d'avoir un fonds de caisse en Suisse, puisque l'histoire lui a donné des terrains qu'on appelle les communaux d'Ambilly, mais qui sont sur le territoire genevois, et dont Ambilly savait très bien qu'un jour ou l'autre, il les vendrait, c'est fait aujourd'hui, à un prix très rémunérateur. Mais ceux qui dirigeaient la commune à l'époque avaient toujours cet air un peu pleurnichard en disant « Nous sommes pauvres, vous savez, nous sommes une petite commune sans ressources ». Et ça n'était pas vrai du tout. Tout le monde souriait parce qu'on savait bien que c'était les plus riches de tous. Voilà, on était dans un contexte de concurrence et il fallait passer par-dessus tout ça, montrer que les services étaient moins chers quand on les mettait en commun, faire au fond de la péréquation intelligente. Vous avez évoqué les origines de l'intercommunalité, ce qui deviendra l'intercommunalité, puis ensuite la communauté d'agglomération. Quand vous êtes jeune maire donc de la ville-centre, que pensiez-vous à ce moment-là d'une précédente réflexion qui a été portée par l'État, qui fut le plan d'urbanisme directeur de William Palenchon? Donc c'est les années, milieu des années 50 jusqu'au début des années 60. William Palenchon était un haut fonctionnaire au ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme avec des attaches locales, familiales. Mais c'est la première fois que l'État s'est penché en fait sur ce territoire et qui a proposé une vraie réflexion globale de développement qui a posé peut-être les racines de l'intercommunalité. Oui. Il était écrit, ce point Palenchon, il était dans le tiroir, personne ne s'en occupait, mais il était inscrit dans des documents d'urbanisme, et en particulier, c'était l'amorce de la liaison autoroutière du Chablais, qui se faisait à travers Annemasse, qu'on coupait au niveau de Château-Rouge, avec une autoroute, 2 fois 2 voies. Et autour de ça se greffaient un certain nombre de développements. La municipalité de Montessuie avait acheté des terrains sur le Perrier qui étaient réservés pour un hôpital. Bon, il y avait quelques éléments de cohérence qui étaient déjà pensés à l'échelle de l'agglo, mais qui n'avaient pas été pensés par les élus. Ça avait été pensé par M. Palenchon et puis par les services qu'on appelait à l'époque de l'équipement. Moi, je me suis accroché à ça. C'était une bonne base de départ et ça avait le mérite d'être officiel. Ça venait pas de moi, donc c'était a priori un appui. Il y a eu un autre élément qui a été intéressant, qui date de la municipalité Berthier, qui a été conclu avec la région, qui était ce qu'on appelait à ce moment-là un contrat global de développement. Alors il y avait l'État, mais il y avait la région, c'était le début de la décentralisation. Pierre Berthier était lui-même devenu conseiller régional.
Et il avait tiré de la région ce contrat global de développement qui avait été travaillé au plan local par un certain nombre de ses adjoints, convaincus alors que lui ne l'était pas. Mais ils ont obtenu le contrat. Il a contribué par sa place de conseiller régional à le soutenir, à le faire voter, même s'il n'y croyait pas trop lui-même. Et il y avait là-dedans un certain nombre de choses qui signaient un développement d'Annemasse comme une espèce de pôle intercommunal central et qui devait créer la dynamique. Il y avait Château-Rouge, enfin, en tout cas, une salle commune d'activité. Il y avait le foyer de Romagny où nous sommes. Il y avait un certain nombre d'éléments de développement qui étaient inclus là-dedans. Et moi, bien que ça ait été fait par mon prédécesseur, hein, j'ai dit tout de suite que j'adhérais à ce projet et que je le mettrais en œuvre. Ce que j'ai fait. Donc j'ai eu effectivement des aides extérieures dans cette vision intercommunale. On va avancer un petit peu dans le temps. Quel a été l'effet sur ce territoire des lois Defferre de décentralisation de 82 et 83 ? Alors, Defferre a réglé ses comptes avec l'État en tant que maire de Marseille. Et dans la réforme qu'il a portée en tant que ministre, il y avait pas mal de choses qu'on aurait pu considérer comme étant vraiment d'origine et de raison marseillaise. Une certaine indépendance des villes, des territoires. Ici, sur place, nous ne sommes pas dans la banlieue de Marseille, hein, nous sommes dans un territoire qui a d'autres caractéristiques. Ça a été un bouleversement important, très important. On a d'abord vu quelque chose qui était assez lamentable. C'est le préfet tout puissant, il y a 6 mois plus tôt, devenir une espèce de valet des élus locaux un peu autoritaires. Et c'était assez pitoyable, parce que le préfet, c'est quand même le représentant de l'État. Et sans être forcément jacobin, je crois qu'on doit à l'État un certain respect. Nous sommes en 2023, on voit bien aujourd'hui l'attitude intolérable d'un certain nombre de Français vis-à-vis de l'État. La perte totale du respect des hommes et des institutions. Le premier venu des citoyens et son voisin, chacun dans sa sphère, mais réunis dans cette même détestation de l'État. Et ça, je trouve que c'est la mort d'un pays, la chose la plus grave qui puisse se produire. Il y avait un peu de ça dans la révolution defferrienne de la décentralisation. Il y avait aussi de très bonnes choses. Je crois que ça a habitué les gens à se prendre en main, à se réunir, à parler de leur avenir, justement, de leur destin. Mais très vite, on s'est aperçu que les pouvoirs se reconstituaient. Et quand l'État disparaît, d'autres potentats se glissent sur la chaise d'où le préfet est tombé, et ça a été immédiatement le département. Et aujourd'hui encore, on voit cette puissance, j'ose pas dire cette arrogance, des responsables départementaux qui se glissent dans le pouvoir qui leur est laissé et qui deviennent à leur tour des potentats. Après, on a donné du pouvoir aux régions, on a sectionné un peu tout ça, on l'a partagé, on a bien fait. La région est une unité intéressante du territoire, mais les départements se sont défendus. Et vous savez qu'à une époque, il était question de les supprimer. Jamais ils n'ont laissé faire cette suppression, pas plus que celle du Sénat d'ailleurs. Donc on est dans un régime où un pouvoir chasse l'autre, mais on n'est pas véritablement entré dans une concertation réelle au niveau du terrain. Un peu au niveau des grandes villes, mais pas suffisamment. Il faut se souvenir tout de même que lorsqu'il y a eu des tentatives de pouvoir local véritablement développé, il y a très peu d'endroits où ça est réussi. Alors là aussi, on revient à Genève, et on peut se satisfaire qu'ici, la création d'une unité, non pas de pouvoir, mais d'organisation locale, aussi démocratique que possible, là, est véritablement réussie. La décentralisation de fer a créé des potentats, mais vous voyez, avec l'exemple d'Annemasse, qu'elle a aussi créé de temps en temps des véritables essais de démocratie participative
sans aller jusqu'à cet autre excès de l'autre côté de l'échiquier politique qui s'appelle la démocratie directe et que je crois être un principe non utilisable. Il y a une certaine peur de la ville-centre qui se cristallise après votre arrivée aux affaires à Annemasse et qui se cristallise en 1992 quand vous déclarez que le syndicat intercommunal de l'époque était devenu un machin ringard. Je cite la presse à ce moment-là. Pourquoi la communauté de communes est-elle si difficile à atteindre parce qu'elle ne sera effective qu'en 2001 ? Ouais, à propos de cette histoire de ringardise, on peut considérer que j'ai provoqué l'incendie. L'incendie s'étant manifesté un jour de façon ridicule par une séance du conseil communautaire où Raymond Bardet s'est dressé comme un diable sortant de sa boîte en disant « On a dit que le syndicat était ringard, je proteste » et il s'est levé, il est parti. Et il a été suivi par les délégués des communes d'Ambilly, de Gaillard et de Ville-Lagrand, bien entendu, qui ont quitté la salle. Ça a créé une tempête dans un verre d'eau, parce que la séance, on l'a faite la semaine suivante. Quoi. Mais ça avait donné évidemment aux journalistes un beau sujet d'écrire du papier. Il y a des délégués d'autres communes qui sont restés dans la salle. Vous aviez peut-être aussi des gens qui... peut-être pas des alliés, mais en tout cas des gens qui pensaient différemment de Ville-Lagrand ou Gaillard à ce moment-là. Oui, il y a Étrembières qui reste, et puis Vétra en partie, et puis Annemasse, bien entendu. Donc il y a peut-être une vision commune qui est par rapport à ce qui est devenu le syndicat intercommunal à ce moment-là. Oui. Écoutez, cette histoire de ringardise, c'est quand même quelque chose qui est quasi nul dans son importance. Il s'était passé la chose suivante. Le directeur des services techniques de la ville d'Annemasse, qui était membre de la société, l'amicale, je ne sais plus comment ça s'appelait, des directeurs techniques urbains, avait décidé, parce qu'ils s'invitaient à tour de rôle à leur congrès, avait décidé de faire son congrès à Annemasse. Et il y avait là des ingénieurs, pratiquement que des ingénieurs, hein, il y en avait une pleine salle, et en tant que maire, je les accueille. Et je leur parle de l'intercommunalité qui existait chez certains d'entre eux, pas chez d'autres. Et je dis aujourd'hui, du point de vue financier, on peut obtenir des aides de l'État si on avance par rapport aux syndicats intercommunaux pour passer à des communautés de communes. Si on avait l'intelligence de passer à cette communauté de communes, on aurait une aide de l'État qui viendrait grossir les recettes de notre budget. Mais on ne le fait pas. Du coup, notre syndicat est quand même un peu ringard par rapport aux propositions de l'État. Je n'avais pas mis de malice particulière, hein. C'était une constatation tout à fait plate. Et au niveau des compétences, le syndicat intercommunal, à ce moment-là, il avait déjà beaucoup de compétences. Bien sûr. On était assez proche d'une communauté de communes. Mais bien sûr, on était dans la communauté de communes, on n'avait qu'à le déclarer. Et en face, il y avait l'obstination de ceux qui ne voulaient pas. Là-dessus, Raymond Bardet fait son numéro de bravoure en faisant semblant de s'indigner. Il n'était pas bête, Raymond. Il était bien conscient qu'il faisait du cirque à ce moment-là. Mais c'était du cirque politique. Il s'agissait de montrer encore une fois que le maire de gauche de la ville-centre déplaisait à une partie de l'agglo. Donc voilà, c'est un incident banal. En fait, j'avais raison. Il s'agissait d'améliorer par le biais de l'État qu'il proposait les finances intercommunales. Et ils préféraient leur isolationnisme et leur esprit de clocher à la prospérité de leurs citoyens, ce qui est quand même quelque chose de paradoxal. Donc on est en 1992, au début des années 90. Est-ce que vous pouvez nous faire une présentation, un panorama, une synthèse des compétences de l'intercommunalité à ce moment-là ? Alors, il y avait des choses qui s'étaient faites au fil des ans, hein, certaines avant moi. Le syndicat intercommunal s'était donné une vocation sur les collèges. Et il fallait acheter les terrains, et également pour les lycées, hein, acheter les terrains et payer les équipements sportifs. Ça, c'était admis avant moi. L'intercommunalité des transports commençait à peine à pointer son nez. Hein. La société SAT qui exerçait un mandat de la part de l'agglo, de la part de la ville d'Annemasse, excusez-moi, au départ,
faisait son travail sur des lignes rentables, c'est-à-dire sur les lignes qui allaient du centre-ville à la frontière pour emmener les frontaliers. On ne peut pas dire que c'était véritablement une mise en commun. Donc ça, c'était embryonnaire. L'eau, Gaillard avait encore son réseau. Les autres étaient déjà mis en communauté. L'assainissement, c'était parcellaire. L'enlèvement des ordures ménagères était l'affaire d'Annemasse. Puis petit à petit, elle commençait à prendre en charge les autres communes. Et alors, mes prédécesseurs avaient créé, au miracle, une vocation économique. Cette vocation économique, elle venait du fait qu'ils s'étaient disputés pour savoir qui accueillerait une grande surface. Et Pierre Berthier avait, je dirais, un peu imposé la force de la population de sa commune pour dire ça doit se faire à Annemasse. Mais puisque ça se fait à Annemasse, on vous partagera la taxe professionnelle. 70% de la taxe professionnelle vous reviendra et Annemasse gardera 30%. Donc c'était avant moi ça. Du même coup, ils avaient appelé ça vocation économique, mais au moment où j'ai été élu, personne n'en voulait. Personne. À tel point que M. Terraz, qui était à l'époque le président départemental de la Chambre de commerce, est venu s'inviter un jour à un bureau communautaire pour nous passer un savon. Il n'en avait absolument pas le droit, mais il avait, à mon avis, été commandité par tel ou tel d'entre nous qui lui avait demandé de le faire. Il est arrivé en disant que la vocation économique, ce n'était pas une affaire d'élus et de communes, que de toute façon les élus n'y connaissaient rien, et qu'il vaudrait mieux qu'il laisse ça aux industriels, aux gens dont c'était le métier, et qu'il était tout à fait défavorable au maintien de cette vocation économique. On a donc débattu, on a voté, et c'était à l'initiative de mes adversaires qui ont demandé qu'on vote sur le maintien ou la suppression de cette vocation économique. Étrembières était, je crois, favorable au maintien, globalement. Mais ils se sont beaucoup bagarrés pour faire campagne, je dirais. Et à Gaillard, il y a eu un élu, M. Bain, qui était un chef d'entreprise lui-même, qui était dans la majorité de Mme Magnin, mais qui a contredit son maire en disant « Moi, je veux maintenir la vocation économique ». Et il a entraîné comme ça quelques gens de droite, ce qui fait qu'en ajoutant Annemasse, Étrembières, et puis les gens de droite qui ont bien voulu se rallier, on a gagné d'une voix. Mais il a fallu voter et débattre, c'est vous dire à quel point il fallait renverser les montagnes, quoi. Voilà, c'est tout, cette affaire de vocation, ça se clôt à peu près à ça, quoi. Le reste... il n'en était pas question, et il y avait en particulier un domaine tabou, absolument tabou, sur lequel les élus de droite ne voulaient pas entendre un mot, c'était le logement. Parce que chacun voulait contrôler sa population, et Mme Magnin en particulier disait que la vocation logement, c'était le contact entre l'élu et sa population, et qu'il fallait maintenir à tout prix ce contact, ne pas le diluer dans un ensemble intercommunal. Madame Magnin avait d'ailleurs poursuivi la création de la SIGEM, société HLM communale, qui avait été créée par M. Simon, son prédécesseur. Elle en était la présidente, elle en était la gestionnaire, et elle y tenait comme à la prunelle de ses yeux. Face à un certain blocage de certaines communes limitrophes, émerge une hypothèse d'une fusion avec Étrembières. Est-ce que c'était sérieusement envisagé à la fin des années 90, au cours du mandat d'Alice Beltrami ? Non, absolument pas. J'ai même été étonné que tel journaliste, je ne sais plus qui, ait lancé cette nouvelle qui, à mon sens, est fausse. Ce qui s'est passé, et ce qui a peut-être créé la confusion, c'est qu'Étrembières était une commune strictement rurale, mais qui a été choisie par un groupe d'investissement pour y installer la Migros et tout ce qui tourne autour. Et ils sont venus me voir, ils m'ont demandé ce que j'en pensais, je leur ai dit que j'étais favorable. Moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait être un peu hardi dans le développement et que quand on crée des outils nouveaux, il faisait école. Je n'ai jamais pensé que la présence de Migros porte vraiment préjudice au commerce annemassien de détail,
Mais j'ai pensé qu'au contraire, ça créerait un pôle d'animation, c'est à l'entrée d'Annemasse. Et je voyais bien qu'en même temps, la zone industrielle avait tendance à devenir commerçante, quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse. Donc ça me paraissait être dans la logique des choses. Et j'ai donné à Lise Beltrami mon accord pour ce qu'elle entreprenait à cet endroit-là. On me l'a reproché. Je ne sais pas si on a bien fait. Moi, je considère aujourd'hui que ce pôle vit sa vie sans empiéter sur la vie des autres et qu'il y a eu des complémentarités avec le commerce annemassien. Il y a peut-être eu des inconvénients aussi, je ne le nie pas, mais il n'y a pas eu que des inconvénients et puis ça faisait partie de l'évolution normale du Grand Genève. Encore une fois, le Grand Genève était là avec ses 500 000 habitants à l'époque du côté genevois et une clientèle qui circulait sur le périmètre. Non, je ne crois pas qu'il y ait eu de tentative de fusion avec Etrembières, jamais. L'intercommunalité, ce n'est pas que le syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération d'Annemasse qui deviendra la 2C2A, c'est aussi plusieurs autres syndicats entre différentes communes du territoire. L'Arve et le Salève valaient bien leur propre syndicat. Oui. Ben, j'ai dit tout à l'heure dans cet édito dont vous m'avez fait lire une ligne, là, que l'Arve et le Salève étaient des richesses. J'ai toujours pensé qu'une rivière dans une ville était une richesse. Et dans la plupart des villes, la rivière est exploitée, on s'en sert. On y fait circuler des petits bateaux si elle n'est pas trop torrentueuse, on aménage les abords, on fait des promenades, enfin bref. C'est la raison d'être de beaucoup de communes en France. Absolument. La rivière. Et Annemasse, l'Arve est une rivière difficile puisqu'elle a des crues subites et violentes, mais c'était une rivière complètement délaissée. La ville est en surélévation par rapport à la rivière, brutale, quoi. C'est un talus. Là-bas en bas, sous le talus, il y avait des vieux vélos, il y avait des décharges de toutes sortes parce que les gens allaient y verser, y baigner, comme on dit, leur détritus de cave. Et à part quelques champs d'oignons, parce que le bas était cultivé quand même, l'ensemble du bord de l'Arve était impraticable. Alors aujourd'hui, regardez quand même ce qui se passe. Vous allez construire une passerelle supplémentaire. Le pont a été élargi. Les bords sont plantés, aménagés. Je ne parle même pas de l'existence du casino, mais il y a des espaces de promenade, et des fleurs, un certain nombre de choses qui ont rendu cette rivière à sa ville. Il a fallu le faire aussi contre l'avis de tout le monde. Et quand j'ai dit mon intention au syndicat intercommunal, mon collègue Bauqui, maire d'Ambilly, a ironisé en disant « c'est un beau projet, moi j'ai déjà essayé », il dit « il vous faudra 25 ans ». Bon, je lui ai fait remarquer quelque temps après qu'il nous avait fallu 25 jours pour acheter les 4 maisons qu'il a fallu acheter au bord de l'Arve et pour inscrire le projet dans notre plan communal. Il n'a pas fallu 25 jours pour réaliser, mais il a fallu 25 jours pour faire les acquisitions foncières. Ce qui prouve que c'était possible avec une volonté. À ce moment-là, on a décidé de faire ce qu'on appelait le pont de zone, c'est-à-dire ce pont qui va de Gaillard à Étrembières et qui n'existait pas. La création de la Migros dont on parlait tout à l'heure s'est faite avec un élargissement du pont à 3 voies. Quand je suis arrivé, c'était un pont bélé, un pont militaire, en ferraille. On passait dessus, c'était des planches qui bougeaient sous les roues. Ça ressemblait tout à fait à un équipement de sauvegarde pour des régions sinistrées, quoi. Alors on a d'abord fait construire à 2 voies, puis quand la Migros est venue, on l'a fait payer une 3e voie. Elle l'a payé de ses deniers, ça n'a pas coûté 1 centime à la collectivité publique. Ça se négocie. Et j'ai passé beaucoup de temps à négocier. Je crois que j'arrive assez bien à négocier, parce que j'ai la patience, parce que je sais où je vais, parce que je mets des limites dans un sens et dans l'autre. Mais on a tenu bon là avec l'appui de l'équipement. Et le pont a été élargi par la finance privée. Et voilà, l'Arve est devenu, aujourd'hui, il y a ce nouvel hôtel qui vient de se reconstruire. On a développé la base de canoë-kayak. Enfin bref, on pourrait encore faire beaucoup de choses sur l'Arve. C'est peut-être pas une priorité, mais
Je pense qu'on n'en a pas tiré la quintessence. Même avec la création du syndicat de l'Arve et ensuite qui deviendra le SM3A. Voilà, c'est ça. Le docteur de Chamboux, qui était mon adjoint aux travaux, a été le président du SM3A. C'est un passionné des rivières. Je lui rends hommage d'ailleurs parce qu'il est toujours là. Et il a bien avant les autres pressenti que les rivières devaient être un élément fort de la mutation écologique. Le Salève aussi d'ailleurs. Hein. Et le Salève, il a fallu beaucoup s'en occuper parce que c'était quelque chose qui avait été historiquement rentable et qui ne l'était plus. Le téléphérique en particulier. Et mon prédécesseur avait acheté ce téléphérique avec l'espoir de le rénover, mais il n'avait pas l'argent pour le faire. Donc il me l'a transmis quand je lui ai succédé. Et je me suis trouvé avec une ordonnance de démolition pour raison de sécurité. Je n'avais même pas l'argent pour démolir ce téléphérique. Donc je me suis tourné vers les Genevois. Et ce sont les Genevois qui vont trouver la solution. Avec générosité, en considérant aussi que le Salève, c'est un peu leur montagne. Et que là, les touristes, les promeneurs genevois ont depuis longtemps refait l'histoire en faveur de la géographie. Hein. C'est-à-dire retrouver cette montagne qui est en fond dans la cuvette franco-genevoise. Donc on a rénové le téléphérique, on a établi en haut un certain nombre de choses qui sont ludiques et qui sont en même temps écologiques. Ça a été au fil du temps quelque chose qui a donné lieu même à une innovation juridique, puisque ça a été le premier groupement local de coopération transfrontalière. On y reviendra dans un épisode consacré aux transfrontaliers. Comment la première maison de la justice et du droit s'est-elle créée à Annemasse en 2000 ? Elle s'est créée parce que c'était le début de la dérive morale que nous connaissons aujourd'hui. On peut peut-être parler de l'actualité, puisque vous évoquez ce point de justice et du droit. On en aurait bien besoin devant la déprise de la moralité publique. Mais ça commençait à l'époque, et c'est mon ami Gavard, le premier adjoint, qui était le plus indigné par tous ces actes d'incivilité, comme on disait. Oh, c'est gentil le mot incivilité, hein, on l'emploie volontiers parce qu'on veut vexer personne, mais ça cache souvent des délits, et en tout cas des fautes graves. Alors, la Maison de la Justice et du Droit, c'était une espèce d'école de la citoyenneté et de la morale, établie sous la responsabilité du procureur de la République. Et donc, Guy Gavard est allé voir à Tournon le procureur qui s'est montré très réceptif. Donc, on a créé à Annemasse cette maison qui est un peu une maison de prévention de la délinquance, quoi, et de mise en garde des mineurs, des majeurs aussi, mais des mineurs et de leurs parents. Parce que souvent, les parents ferment les yeux sur les comportements délictueux de leurs descendants. Mais c'est pourtant pas une compétence première, communale ou intercommunale, la prévention de la délinquance à ce moment-là ? C'est-à-dire que quand la loi ne donne pas les outils, on les crée. Hein. Le procureur avait le droit et même je crois la mission de créer des maisons de la justice et du droit. Encore fallait-il que les élus soient réceptifs et accompagnent ou demandent, fournissent des locaux, ce que nous avons fait. Ça a marché très bien pendant longtemps, avec une présence constante de Guy Gavard auprès des magistrats et des assesseurs de magistrats, parce que c'était pas toujours des juges, mais qui officiaient dans cette maison de la justice et du droit. Bon, si vous relisez mon édito de 77, le premier numéro, là où j'ai tiré tout à l'heure cette phrase à votre demande, vous verrez que la notion de citoyenneté, de civisme, la préséance du collectif par rapport à l'individuel est signifiée de façon très nette dès ce premier édito. Ça fait partie aussi des intentions d'un maire élu qui arrive avec un programme. J'ai annoncé tout ça dans ma campagne. Hein. Les gens n'y font peut-être pas toujours attention, mais ces intentions, je dirais,
éducative. Peut-être parce que je suis un éducateur au départ, mais je pense qu'un maire doit être un éducateur. Il m'est arrivé de dire plaisamment au curé que j'ai vu se succéder, que nous faisions le même métier. Mais c'est pas tout à fait vrai, mais enfin, ça a quand même des ressemblances. Concernant l'agglomération, l'intercommunalité, vous avez déclaré, je vous cite, « J'ai été celui qui a activé le démarreur et a pris les coups quand ça tournait mal. C'était un rôle que j'acceptais parce que je voulais que ça avance. » L'agglomération a aujourd'hui 57 ans. Où en est-elle, selon vous ? Question difficile. Question très difficile. Le fait de prendre des coups et de l'accepter, c'est... Oui, j'ai accepté les coups pour avancer. Je l'ai fait de façon constante, je ne le regrette pas, même si les coups, on pourra en parler si vous voulez, ont été particulièrement violents. J'estime, sans modestie excessive, avoir fait beaucoup de travail et toujours dans des conditions extraordinairement difficiles. Mais j'ai appris aussi. J'ai appris sur la nature humaine. J'étais, moi, par éducation, plutôt un candide, un naïf. J'ai été élevé dans un milieu honnête et vertueux. Et j'avais tendance à penser que tout le monde était un peu comme ça. Depuis, j'ai appris qu'il n'en était rien. Donc, prendre des coups pour faire avancer les choses, oui, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait vrai. Et pour que ça avance, il faut bousculer les gens. Il faut tenter des choses que les autres n'ont pas tentées parce qu'ils disent « Oh là là, on ne va pas se lancer dans ce guêpier ». Moi, j'ai vécu dans le guêpier tout le temps. J'ai bagarré. C'est mon tempérament. Je suis candide, naïf, mais je ne suis pas peureux. Et j'ai toujours considéré que quand il y avait quelque chose qui n'allait pas, on s'y mettait et on faisait en sorte que ça aille. Je suis né dans un milieu paysan. Encore une fois, quand une tuile manque sur votre toit, vous n'appelez pas le couvreur, vous prenez une échelle. Et puis vous allez remplacer la tuile. Eh bien, je fais pareil dans la vie publique. Ça m'a valu parfois des critiques en disant que je voulais absolument commander, que j'avais une âme de dictateur. Non, je n'ai pas une âme de dictateur, j'ai une âme de citoyen. Ma conviction, j'en ai pas beaucoup, j'en ai 2 ou 3 des convictions très profondes, mais j'en ai une, c'est qu'on ne peut vivre en société qu'en faisant des sacrifices, et qu'on a tous besoin de la société, et que par conséquent, c'est pas l'ego, c'est pas le moi qui va en premier, c'est le nous, c'est le collectif. Donc j'ai toujours fait ce qui avantageait le collectif, même quand il a fallu que je dise à tel ou tel que je n'étais pas d'accord avec lui, et que je le combattais, et qu'éventuellement je m'opposais fermement à son intention. Je crois que c'est le rôle de l'élu. La prudence, ça ne mène nulle part. Il ne faut pas être agressif, mais il ne faut pas être retenu. Et il faut avoir le courage de ses opinions avec la volonté d'aboutir. Moi, j'aime les chefs d'État, les présidents de région, les présidents de conseils généraux et les maires qui ont le sens du collectif, non pas pour leur pouvoir à eux, mais pour le bien-être des gens, et qui ne sont pas des dictateurs, qui ne sont pas des autoritaires, mais qui sont des gens résolus, qui disent ce qu'ils vont faire et qui font ce qu'ils ont dit qu'ils feraient, et qui ne cèdent jamais. Et cette agglo que vous avez présidée, quel regard portez-vous sur elle aujourd'hui, après 57 ans d'existence ? L'agglo, elle va très bien. Je pense que les présidences successives de moi, puisque j'ai été le premier, de Georges Deléaval, de Christian Dupessay, de Gabriel Doublet, ont fait que l'agglo est restée dans ses principes premiers, qui sont le respect des uns et des autres, mais l'intérêt général, l'absence de bagarres trop politiciennes ou politicardes, c'est la condition pour avancer. Il y a eu beaucoup d'investissements, il y a eu une transformation profonde de l'urbanisme, je l'ai commencé, mais elle s'est continuée après moi. Les coopérations avec Genève ont été de bonne facture, les Genevois sont des partenaires réguliers,
tout à fait respectables et avec lesquels il fait bon travailler. Il y a aussi dans cette indépendance, indépendance relative de cette région, qui respecte ses institutions de part et d'autre de la frontière, mais qui construit dans un contexte qui n'est pas nécessairement le contexte restreint de la République française. C'est une vraie expérience de décentralisation. Il y a européenne, une expérience européenne. Oui, mais un peu exemplaire. Je rappelle que Bâle est parti avant nous, mais que Bâle ensuite s'est intéressée à l'agglomération genevoise parce qu'elle a reconnu que Genève était allée plus vite qu'elle et qu'il y a eu des coopérations tentées à la frontière espagnole, à la frontière allemande, à la frontière belge, qui ont été souvent intéressantes, mais qui sont allées moins loin que les nôtres. Donc moi, je trouve que c'est bien. Et il n'empêche qu'aujourd'hui, et ça s'est écrit dans les journaux récents, les élus français ont raison de taper un peu le poing sur la table pour dire la croissance genevoise incontrôlée, ça commence à nous accabler. Et je crois qu'il faut maintenant passer à une nouvelle étape de l'intercommunalité transfrontalière pour essayer d'équilibrer ce territoire qui commence à vivre au détriment des parties françaises depuis 2 ou 3 ans. C'est pas la faute des élus, c'est la faute de la conjoncture économique et du goût très, très accentué qu'ont les Genevois pour l'investissement productif sur leurs terres. Alors qu'un investissement productif, c'est bien, mais ça génère des besoins en logement, en école, en hôpitaux, etc., et qui n'assument pas assez aujourd'hui la responsabilité de leur propre choix en matière économique. On a bien compris que l'agglo est un outil performant d'intégration communautaire qui sert maintenant les différentes communes membres de cette agglomération. Est-ce que cet outil doit rester tel qu'il est aujourd'hui? Est-ce que l'intégration communautaire doit se prolonger pour vous? Ou est-ce que c'est la structure, la charpente d'une commune nouvelle? Non, je ne suis pas favorable au bouleversement des institutions nationales. Je crois que si on se mettait à créer une assemblée territoriale élue par les citoyens genevois et français en même temps, on ne s'en sortirait pas. Parce qu'on aurait à ce moment-là une atteinte aux droits de chacun des 2 États, à ces structures, qu'on nous casserait les reins probablement en disant vous n'avez pas le droit de faire ça, vous portez atteinte à l'intégrité du territoire français et à l'autonomie de ces institutions. Donc avec Robert Kramer, qui a été un partenaire important du côté genevois, nous avons toujours dit il ne faut pas bouleverser les institutions. Pas d'assemblée représentative transfrontalière, pas d'ingérence de chacun dans ce qui est les affaires d'en face. D'ailleurs, ça ne serait pas possible, pour une raison très simple. Nous sommes une agglomération française moyenne. Genève est une ville internationale majeure. Et il ne faut pas mélanger les costauds et les simples amateurs de sport. Genève discute avec le pape, Genève discute avec New York ou avec Singapour. Nous discutons avec Annecy, ça ne va pas plus loin. Donc nous sommes modestes, il faut le rester. Et il ne faut pas vouloir intervenir. Genève est à 2 niveaux. Genève, tantôt discute au plan international, ça ne nous concerne absolument pas. Et tantôt discute localement avec ses voisins et ça nous concerne. Il faut rester dans la deuxième partie du dialogue, pas aller dans le premier. Ça serait de l'hubris, ça serait de l'excès, ça serait disproportionné. On se prendrait pour ce qu'on n'est pas. Mais par contre, alors, à l'intérieur de la coopération d'aujourd'hui, qui, je rappelle, est une coopération par projet, c'est pas une coopération institutionnelle, c'est une coopération par projet. On se met d'accord sur un train, un tram, une maison des infirmiers, etc., etc. Et puis, on le réalise avec des financements croisés, mais les institutions restent ce qu'elles sont. Les Français restent français, les Genevois restent suisses, et pas de confusion là-dessus. Par contre, alors à l'intérieur de ce contrat par projet, il y a encore beaucoup à faire. Et il faut relire les attendus du premier contrat où Bernard Gros,
qui a été un élément fondamental de la coopération franco-genevoise. Bernard Got, ancien maire du Chevrier, ancien président de la communauté de communes de Saint-Julien. Bernard Got avait beaucoup insisté pour que les 3 objectifs des Suisses, l'environnement, les transports, et quel est le 3e, je ne sais plus, la maîtrise foncière, je ne sais plus quelle est la 3e. Mais que ces 3 données, qui sont des données physiques, concrètes, mais strictement matérielles, soient accompagnées par d'autres objectifs qui ont été inscrits dans les prologues du premier projet. Et ces objectifs-là, ces 7 objectifs-là, touchent beaucoup plus à la vie des gens. Je ne dis pas que le transport ne touche pas à la vie des gens, mais le logement, l'éducation, la santé, etc. Toutes choses qui touchent à la vie quotidienne des gens. Ça doit être réglé par des projets franco-genevois. Pas la totalité, mais une bonne partie. En tout cas, qu'on établisse entre les Suisses et les Français une égalité de traitement. Alors, il y en a une qui restera différente, c'est la monnaie, ça on n'y peut rien. Mais une égalité de traitement dans tous les services, et puis une égalité de dignité. Moi, j'ai toujours dit que nous n'étions pas les bénéficiaires avides de l'argent suisse. C'est pas l'argent qu'on cherche, c'est la dignité. C'est la dignité des gens de part et d'autre de la frontière, des instances qui les représentent, mais qui ne soient pas des instances de réclamation. Et je voudrais m'adresser là au Congrès des frontaliers et rendre hommage à Jean-Pierre Buet, qui a été longtemps leur président, qui a été le premier à dire « un frontalier, c'est d'abord un citoyen ». En général, il est venu de, je ne sais pas où, du nord ou de l'est, de régions qui sont plus en difficulté. Il a trouvé ce job, il habite à Annemasse ou à Saint-Julien ou à Gex, il est frontalier à Genève, et il est venu pourquoi ? Parce que ça lui rapporte. Mais il ne se sent pas citoyen. Eh bien, un jour, il sera citoyen, par ses enfants, par ses petits-enfants, par le fait que lui sera mort et qu'il sera au cimetière local et pas au cimetière de Brest ou de Quimper. On devient citoyen d'une ville en partageant les soucis des autres, en étant actif dans les associations, en élevant ses enfants dans le respect de ce territoire qui vous a accueilli et qui finalement est un beau territoire, un des plus beaux territoires de France. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut bien répéter dans les congrès de frontaliers, parce que souvent, on aurait tendance à s'en tenir à la revendication, sur les assurances, sur la retraite, etc. Oui, c'est important, mais ce n'est pas l'essentiel. Pas plus que la réforme des retraites n'est l'essentiel de la vie de la France. Robert Borel, merci. Dans un prochain épisode, nous parlerons des grandes réalisations de vos mandats municipaux et des grandes difficultés aussi que vous avez dû affronter. Ça, il y a de quoi faire. Je vous assure que si il fallait le refaire, il faudrait que je retrouve la fougue de ma jeunesse parce que je n'en aurais plus la force aujourd'hui. Merci. Le Théorème de Borel, une émission animée et menée par Vincent Dozol et Robert Borel, réalisée et produite par l'équipe de Radio Mani, avec Jérémy Lucas à la réalisation et Laurent Figaroli à la production. À retrouver sur www.radiomani.com. Le Théorème de Borel.